Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et merci au docteur Anne-Marie Giraud ainsi qu'à la présidente de l'association, à tous ceux qui se dévouent pour cette association parce qu'ils ont compris pour la plupart d'entre eux l'importance du travail réalisé par le docteur Anne-Marie Giraud, qui, il faut le dire, n'est pas toujours comprise d'un certain nombre de nos collègues. Je connais ça aussi. Mais ce n'est pas bien grave. L'important, c'est le malade. L'important, ce n'est pas qu'il y ait de plus en plus de malades, mais de moins en moins de malades. Alors le titre de la conférence de ce soir est très précis. La prévention des cancers du sein et de la prostate et de leur récidive. Pourquoi ajouter de leur récidive? Parce que, bien évidemment, tous ceux qui ont eu le malheur, la souffrance d'être atteints par cette maladie savent bien que le souci, c'est d'éviter la récidive. Et bien évidemment, pour éviter une récidive, si l'on connaît les causes de ce qui a créé le cancer du départ, ces causes, il faut tout faire pour les supprimer. Et nous sommes maintenant face à une connaissance scientifique sur ces deux pathologies cancéreuses, le sein et la prostate, qui permettent de dire au grand public quelles sont les causes reconnues, quelles sont les causes pour lesquelles il peut y avoir des doutes et quelles sont celles peut-être que nous aurons à découvrir, parce que la science, elle ne fait que reculer les limites infinies du non-savoir, ce qui veut dire que nous apprenons tous les jours des choses nouvelles. Et pour vous donner un exemple qui date de 48 heures, c'est un malade qui me dit, moi je n'avais pas eu le temps de lire le journal, que les progestatifs, certains progestatifs, c'est-à-dire certaines progestérones artificielles, avant 40 ans, augmentent les risques de cancer du sein. Je le savais. Mais beaucoup de mes collègues disaient non. Eh bien maintenant, c'est démontré, mais c'était déjà démontré. Seulement quand on veut cacher au grand public des notions ou des informations fondamentales, on y arrive aujourd'hui. Les médias sont très forts, très très forts. Et en particulier, ceux qui n'ont pas intérêt à ce que vous sachiez, les laboratoires pharmaceutiques. Je ne suis pas contre les laboratoires pharmaceutiques. Je suis contre le fait que l'on donne à des gens bien portants des médicaments qui peuvent les rendre malades. Alors, nous allons commencer par un rappel très simple, mais qui est important pour bien comprendre les causes de ces deux types de cancers, sachant bien que la prostate est à l'homme ce que le sein est à la femme. Ce n'est pas au même endroit, mais vous avez aujourd'hui quasiment une parité dans le nombre de malades atteints. 70 000 nouveaux cas en 2012 sont attendus et probablement un peu plus de nouveaux cas de cancer de la prostate et pas loin de 70 000 nouveaux cas de femmes atteintes de cancer du sein avec, dans ce cadre-là, il faut ajouter à peu près 1000 hommes qui vont avoir un cancer du sein parce que ça existe aussi chez l'homme. Alors pour bien comprendre les causes, et vous verrez qu'il y en a une bonne dizaine, il n'y en a pas une seule, il faut d'abord bien comprendre comment se construit en nous les glandes mammaires pour les femmes et la prostate pour l'homme. À la naissance, une petite fille n'a pas de glande mammaire. Elle a, comme le petit garçon, des mamelons. Et puis arrive la puberté, à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans, progressivement, très lentement, les deux ovaires, présents depuis bien avant la naissance, ils sont présents au 3e mois de l'état embryonnaire, les deux ovaires se mettent à travailler. Ils possèdent déjà
tous les ovules pour la vie entière. Les ovules, mesdames, dans chacun de vos ovaires, vous en avez à peu près 300 pour la vie entière de chaque côté. Ils sont là à votre naissance. Dans nos testicules d'hommes, il n'y a rien. Ce qui fait que quand je suis dans les écoles, quand j'apprends ça aux petites filles, elles font aux petits garçons, ouais, vous n'avez rien. Mais nous avons tout. Et donc, vers l'âge de 9-10 ans, quand commence progressivement la puberté, une première hormone se met à être fabriquée par les ovaires. Elle s'appelle estrogène. Dans estrogène, vous coupez le mot en deux et vous avez gène, genèse, construction, formation, estro, l'œuf, pour la préparation de l'œuf humain. Et cette première hormone, en réalité, il y en a 3 si on veut être très complet, 3 formules chimiques. Ces 3 hormones estrogéniques permettent au sein de se construire. Et la petite fille, c'est qu'elle a des bourgeons au niveau mammaire qui vont se construire. Et là, il y a une notion intéressante pour la recherche. Et moi, je l'ai apprise, j'avais 50 ans, on ne m'avait jamais appris ça en médecine. C'est ma propre épouse qui me l'a appris. Je lui ai dit, mais tu aurais pu me le dire plus tôt. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, tu m'apprends ça aujourd'hui. C'est que vos 2 seins ne se construisent pas toujours ensemble. Moi, je pensais que c'était les 2 ensemble et symétriquement. Eh bien non. Il y en a parfois un en avant sur l'autre. Il y en a parfois un qui est un tout petit peu plus volumineux que l'autre. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je demande aux femmes, quel est le sein qui s'est construit le plus vite chez vous? Le premier. Pratiquement toujours, elles ne savent pas. Et c'est pourtant très certainement celui-là qui est atteint s'il y a atteinte cancéreuse. Parce que c'est le plus sensible aux hormones. C'est le plus sensible aux hormones. Et c'est une notion qui est importante parce que, effectivement, un jour, ma secrétaire me dit « Monsieur, cette semaine, avez-vous remarqué, vous n'opérez que des seins de gauche. Pourquoi ?» Alors, il y a des psys qui disent « Ça, c'est le papa. À droite, c'est la maman. » Qui est psychologiquement en cause. Vaste bêtise. Et je dis à ma secrétaire, ben, un jour, vous regarderez ça de près, et vous verrez qu'il y aura peut-être une semaine où je n'opérerai que des femmes atteintes de cancer du sein droit. C'est arrivé. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, il y a un sein qui, souvent, se construit avant l'autre, et donc il faut que la jeune fille le sache. Il faut que la maman lui dise, retiens ça, ma petite. C'est important, pas pour faire peur, pour le savoir. Et puis la jeune fille, elle n'est pas idiote, elle est capable de comprendre que sa puberté, non seulement c'est la période la plus importante de la vie d'une femme, quand ce corps se transforme d'une façon extraordinaire de petite fille en jeune fille, mais en même temps, de comprendre à quoi servent les seins. Ce n'est pas simplement pour que les garçons y mettent les mains ou que les garçons soient là à exploser dans leurs pantalons en voyant tout ça. On leur fait très bien comprendre cela. Et les 2 seins vont se construire tranquillement. Et puis il y a une deuxième hormone qui va arriver qui s'appelle la progestérone. Vous la coupez en 2, pro pour gestérone, la gestation. Et il s'avère que le Créateur a construit ce corps féminin d'une manière originale, astucieuse, en même temps fragile. Parce que nous allons voir que ces 2 hormones, elles vont croître progressivement par la fabrication au niveau des ovaires, et qu'il va y avoir des phases dans un seul mois. Et que ces phases dans un seul mois vont faire qu'il va y avoir une première phase qui va préparer l'ovaire à libérer un ovule, ça s'appelle l'ovulation, qui est grosso modo entre le 10e et le 15e jour. Pour un mois, ça fait le milieu du cycle. Et puis une deuxième période après que l'ovule ait été libéré, qui est une phase où il y aura davantage de sécrétion de progestérone. Et puis s'il n'y a pas
un spermatozoïde qui est arrivé par là pour féconder l'ovule et faire un œuf humain, car nous avons tous été un œuf humain, pas plus grand qu'un grain de sable, et quand vous irez à la plage, amusez-vous à prendre un grain de sable et faites de la philosophie en le mettant dans votre main, et vous vous dites, ah ben, au long des sarcos, ils ont été des grains de sable. Pas plus que ça. Nous avons été des grains de sable dans le ventre de notre maman. Et d'abord, la fécondation s'est passée dans la trompe. Premier voyage, 1 semaine, pour arriver au fond de l'utérus et faire le nid. Ça s'appelle la nidation. Mais s'il n'y a pas eu la fécondation de l'ovule par un seul spermatozoïde sur 300 millions, eh bien alors, tout ce qui était prêt pour accueillir l'œuf humain pour faire son nid, tout cela ne va pas moisir. Tout ça va se décoller de l'intérieur de l'utérus et par petits fragments, avec un peu de sang, tout cela va s'évacuer par des voies naturelles. Et si vous regardiez au microscope ces choses-là, vous verriez certes qu'il y a des globules rouges, mais vous verriez des fragments de l'endomètre, c'est-à-dire de l'intérieur de l'utérus. Et ces fragments de l'endomètre sont destinés à être évacués pour qu'il y ait une nouvelle préparation le mois suivant. Et ce phénomène, on l'appelle malheureusement les règles. Quand on veut expliquer à une fille, je vais t'expliquer les règles, non, il ne faut pas lui expliquer, je vais t'expliquer les règles. Les règles, je vais t'expliquer un phénomène fabuleux qui se passe dans ton corps, et à la fin, on lui dit, parce que ce phénomène est régulier, régularité, on l'appelle les règles. Mais on ne commence pas en disant les règles et en disant, ma petite fille, je vais t'expliquer ces choses, commence à mettre des lunettes de soleil parce que tu vas avoir de la migraine, des douleurs au ventre, ce qui fait qu'elle a mal avant que ça démarre. Et comme nous sommes tous des êtres psycho-petits très logiques, eh bien vous pouvez avoir des jeunes filles qui vont être malades de mois en mois leur vie entière parce qu'on leur a mal présenté ce phénomène fabuleux de la puberté. Et en même temps, le contrôle au-delà de cette puberté, et ce contrôle, il a été parfaitement vu par les scientifiques, qui dès les années 1950, Pincus a eu le prix Nobel. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à repérer la formule chimique des estrogènes et de la progestérone et à les fabriquer au laboratoire. D'abord en les extrayant au niveau des urines animales, en particulier de la jument, et ensuite en faisant la synthèse. Mais vous devez immédiatement bien comprendre que toutes les hormones qui sont apportées à votre corps et qui n'ont pas été fabriquées par votre corps sont des hormones exogènes. Exogènes qui viennent de l'extérieur par rapport aux hormones endogènes, celles qui sont fabriquées par vos ovaires. Mais évidemment, on comprend parfaitement pourquoi Pincus a eu le prix Nobel et il était mérité, parce qu'il a vu tout de suite les applications des différentes hormones qu'il venait d'isoler et de synthétiser dans le cadre de ce que l'on a appelé la contraception. Et effectivement, connaissant parfaitement le fonctionnement des ovaires, il a vu qu'en donnant des doses d'hormones importantes, on pouvait bloquer les ovaires, les mettre au repos, les empêcher de libérer un ovule tous les mois, et donc on a créé la contraception hormonale. Cette contraception hormonale a été d'abord testée sur des femmes de Porto Rico, c'est-à-dire une partie annexe des États-Unis, où les femmes, il faut bien le dire, ont été utilisées comme cobayes pour voir comment ça fonctionnait. On leur a d'abord donné de la progestérone artificielle ou exogène. Et puis il y a eu des pépins, il y a eu des hémorragies importantes, il y a eu, pas de grossesse, mais des complications, comme l'on dit, gynécologiques. Et à ce moment-là, on s'est dit le mieux, on va mettre les deux hormones ensemble. On n'a pas osé au départ donner les estrogènes parce qu'on savait que les seins étaient fortement dépendants dans leur croissance et dans leur construction des estrogènes.
Et que le danger en apportant des estrogènes en grande quantité était de risquer justement le cancer du sein. Mais alors, on s'est dit, pour éviter le risque cancérigène des estrogènes, on va donner de la progestérone, qui elle est l'hormone de la grossesse, progestérone. Même s'il est artificiel, cette hormone, elle va protéger du cancer du sein. Et donc, la contraception hormonale est devenue estro-progestative. Mais avec des hormones exogènes qui ont été apportées à des taux très importants, et peu de gynécologues le savent ou le disent, parce que les laboratoires ne le disent pas. La dose d'hormones apportée pour mettre les ovaires au repos, elle est de 20 à 50 fois la dose fabriquée par les ovaires. Ça veut dire que votre ovaire ne fabrique plus ces hormones endogènes, donc plus d'ovulation, mais la dose que votre corps prend, elle est 20 à 50 fois supérieure à ceux que vous pouvez normalement fabriquer vous-même. Cela n'est pas sans danger. Donc voilà déjà un élément très important dans la compréhension du fonctionnement de votre corps, et en même temps, il faut bien le dire, il était logique que les femmes puissent dire « nous voulons avoir un enfant quand nous le désirons et plus tomber enceinte ». Et nous voyons encore des femmes qui tombent enceintes. Je me souviens un jour d'une petite fille de 5 ans qui, à l'école, puisque je passe beaucoup dans les écoles, qui devait être donc en grande section, ce qu'on appelle maths sup, maternelle supérieure, et qui me dit « Maman s'est fait mal ». Ah bon, qu'est-ce qu'elle a ta maman? Je ne sais pas, mais dimanche, elle s'est fait mal et elle a grondé papa. Vous imaginez au repas du dimanche, la femme qui engueule son mari parce qu'elle est tombée enceinte et qu'il a sa part de responsabilité. Et la petite ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire, mais la maman était tombée enceinte. Et nous sommes encore dans une société en 2012 où des femmes peuvent tomber enceintes. Pas prévu au programme. Et ça veut dire qu'il y a quand même des progrès considérables à faire, parce que si nous les hommes, nous sommes capables de donner la vie 24 heures sur 24, pas de 0 à 100 ans, nous allons y venir, à peu près de l'âge de 14-15 ans, quand notre puberté est là, jusqu'à 100 ans, eh bien chez vous, mesdames, c'est différent. Cela veut dire, nous le verrons aussi, que dans le domaine de la relation homme-femme, la grande erreur de notre siècle, c'est que c'est nous les hommes qui avons voulu diriger la situation. Et nous avons considéré que notre sexualité étant hyper puissante, étant du type TGV, Concorde, ou tout ce que vous voulez, vous n'aviez qu'à, vous, mesdames, qui êtes des petites Michelines, vous adapter à notre vitesse. Et voilà l'erreur manifeste de ce siècle, qui fait que c'était à nous adapter à vous, les Michelines, de telle façon que vous disiez au TGV que nous sommes, mon petit chéri, mon petit chat, mon petit lapin, ce que vous voudrez, tu vas t'arrêter à toutes les gares, nous irons prendre des pâquerettes, nous irons boire de l'eau fraîche, et c'était à vous, à nous gérer, et non point à nous, à vous gérer. L'erreur est là. Mais j'ai confiance dans l'avenir, parce que j'ai confiance beaucoup plus dans l'intelligence des femmes, et vous savez combien je suis content quand il y a beaucoup de femmes, parce que je sais qu'une femme informée, c'est 100 femmes informées chez nous. Alors que les hommes, c'est plus difficile. Mais, venons aux hommes. Lorsque nous naissons, nous avons une prostate qui est très petite. Elle n'est pas plus grande qu'une noisette. Et puis cette prostate, elle ne va pas travailler avant la puberté. Nos testicules sont au sec, comme je vous ai dit, incapables de fabriquer quoi que ce soit. Mais quand la puberté va arriver, il va y avoir la préparation d'une seule hormone, la testostérone. Et cette testostérone qui vient des testicules, elle va nous permettre de nous construire en état d'homme, avec une voix d'homme, avec une pilosité d'homme, avec des épaules d'homme, etc., et avec aussi la fabrication progressive des spermatozoïdes, lesquels sont fabriqués dans les testicules, mais sont nourris par un liquide merveilleux qui est fabriqué par la prostate.
car la prostate a un rôle hormonal, c'est sous l'influence de la testostérone qu'elle va croître, qu'elle va se constituer complètement, qu'elle va fabriquer le liquide prostatique qu'elle va stocker dans des petites vésicules avec les spermatozoïdes qui s'appellent les vésicules séminales, du mot sémen qui veut dire semence. C'est pas bien compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que l'homme, à partir de l'âge de sa puberté, va avoir un corps d'homme, une fabrication régulière et quasiment constante de testostérone et la fabrication régulière des spermatozoïdes. Mais quand vous demandez à un garçon, dis-moi garçon, quand ton testicule fabrique un spermatozoïde, combien de temps faut-il, crois-tu, pour qu'il puisse féconder un ovule? Alors il vous dit 24 heures, 2 jours. Puisque à partir de l'âge de la puberté, il y a une puissance sexuelle telle que vous avez des garçons qui libèrent leurs semences quotidiennement, quand ce n'est pas 3 fois par jour. Alors il vous dit, c'est 1 jour ou 3 jours. Pas du tout. Si je commence à fabriquer un spermatozoïde aujourd'hui dans mes testicules, il sera capable de féconder un ovule dans 70 jours. 70 jours. Seulement, évidemment, il y en a en permanence. Et quand un spermatozoïde est sorti du corps masculin, eh bien, il vit maximum 7 heures, mais s'il est dans le corps féminin, dans la glaire cervicale fabriquée par le col de l'utérus, il peut vivre 1 semaine à attendre tranquillement que l'ovule arrive pour aller féconder. Mais très peu de femmes savent cela, et les hommes s'en foutent. Pas leur sujet. Alors, vous le voyez, nous avons donc là 2 sortes d'organes, les glandes mammaires d'une part et la prostate de l'autre, qui sont hormonodépendantes. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi, lorsque j'étais jeune chirurgien dans les années 70, on observait en France pas plus de 7000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Pareil pour la prostate. Et aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Ce n'est pas simplement parce que nous avons avancé dans les années. Il y a certes une chose, c'est que on voyait à l'époque des cancers de la prostate chez des hommes au-delà de 70-75 ans. Et quand un homme avait un cancer de la prostate à 80 ans, on disait ce n'est rien. Et si aujourd'hui nous prenions 100 hommes qui meurent à 100 ans et 1 jour, et que l'on contrôle leur prostate après le décès, on verrait chez 98 des lésions de cancer prostatique, mais l'homme n'est pas mort de cela. Le cancer prostatique, comme nous allons le voir, le cancer du sein, c'est une forme de vieillissement de l'organe, de vieillissement banal et naturel, quand on arrive à sa fin de son siècle. Mais avoir un cancer du sein à 30 ans, avoir un cancer de la prostate comme on en voit aujourd'hui à moins de 50 ans, ce n'est pas normal. D'autant plus qu'à ce moment-là, les dangers de récidive sont très importants et qu'il y a donc la nécessité absolue de donner des traitements pour, d'une part, contrôler la maladie et, d'autre part, éviter qu'une récidive ne revienne. Alors, nous allons prendre les causes des cancers du sein. D'ailleurs, si je demandais qui c'est qui a envie qu'on lui dépiste un cancer du sein, vous n'avez personne qui lève la main, qu'on me dépiste un cancer du sein. Non. Qui c'est qui a envie qu'on lui dépiste un cancer de la prostate? Personne n'en veut. Par contre, si je vous dis, je peux vous aider à prévenir un cancer du sein, tout le monde est d'accord. Prévenir un cancer de la prostate, tout le monde est d'accord. Mais vous remarquerez que les hommes politiques, quels qu'ils soient, de ministère en ministère, ils nous parlent que du dépistage et très peu de la prévention. Très peu de la prévention. Et quand vous voyez que dans mon propre centre anticancéreux, nous avons un centre de prévention, et nous avons une de mes collègues qui ose dire publiquement qu'on ne connaît pas les causes des cancers du sein. Ah, c'est vrai qu'elle est à la retraite. C'est vrai qu'elle ne doit pas lire les papiers les plus récents. C'est vrai aussi qu'elle s'en fout. Que son problème, c'est plutôt de dire « donnez-moi du pognon pour la recherche ». Et vous l'avez connu, l'ARC et d'autres structures,
où on vous fait pleurer du matin au soir pour que vous donniez de l'argent, et puis ça avance pas bien vite. Alors qu'avec des techniques comme celles que propose le docteur Giraud-Robert, avec des techniques de médecine douce, alternatives, complémentaires des autres médecines, on peut faire des merveilles. Alors, quelles sont les 10 causes des cancers du sein? Et nous ferons en parallèle les causes des cancers de la prostate, vous verrez que c'est très proche. Bien d'abord, la génétique. Si l'on prend 100 femmes atteintes de cancer du sein, on sait aujourd'hui que sur 100 femmes, à peu près de la même génération, eh bien vous en avez 5 à 8% qui ont le mauvais gène. Ce mauvais gène, on l'appelle BRCA1 ou BRCA2. BR en anglais, ça veut dire breast, le sein, CA cancer, 1, chiffre 1 ou chiffre 2. Une femme qui est atteinte par, ou qui est porteuse de ce gène BRCA1, a 80% de risque, pas de chance, hein, de risque, de faire un cancer du sein entre l'âge de 20 ans et l'âge de 80 ans. Et alors on lui dit, madame, attention, il faut vous enlever les 2 seins, il faut contrôler les ovaires, parce qu'il y a un risque également de 45 à 50% de cancer ovarien. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de procéder. Je pense que la femme, dans l'avenir, qui aura le BRCA1 ou le BRCA2, ce seront ces femmes-là qui feront le moins de cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'on leur expliquera comment l'éviter. Parce qu'on leur dira, madame, vous avez 20 ans, ou mademoiselle, vous en avez 14. Eh bien, vous allez avoir des comportements que nous allons vous faire écrire, ou que nous allons vous prescrire, ou que nous allons vous expliquer dans le détail, pour que vous n'ayez pas, comme votre maman, ou comme votre grand-père, ou comme votre grand-mère, ou votre tante, une atteinte mammaire. Et donc, vous penserez peut-être que si vous avez le désir d'enfant, ben, le meilleur âge, c'est pas 60 ans pour avoir un enfant, c'est 25. C'est 26, c'est autour de 30. Et récemment, je disais à une jeune femme de 32 ans, qui fêtait ses 32 ans, qu'est-ce que vous attendez? Que son mari ait du boulot? D'accord, j'en sais rien, je comprends. Mais qu'est-ce qu'elle attend à 32 ans alors qu'elle le désire? Alors qu'elle vit avec un copain, grand copain, petit copain, tout ce que vous voudrez? Et qu'elle n'ose pas lui dire son vœu le plus cher? Un bébé, plus un mariage, plus ceci, plus cela, qui fait peut-être rétro, mais qui n'en est pas moins vrai, reste présent dans la tête de beaucoup de femmes qui n'osent pas le dire. Alors moi, je le dis à leur place. Faites-moi venir le mec, je vais lui expliquer. Ce sont des choses qui sont importantes et qu'il faut oser dire, sans la langue de bois. Alors, 5 à 8% ont ce gène. Et je suis actuellement des femmes porteuses de ce gène, et je les vois régulièrement, et je les suis sérieusement, bien sûr, et on fait des examens complémentaires, mais il ne faut pas les faire à outrance et en excès, en stressant les gens sans arrêt. Il faut changer les habitudes alimentaires. Si vous avez un bébé, allaitez-le, minimum 6 mois. Et quand j'ai vu Madame Bachelot, ex-ministre de la Santé, c'est quand même une femme. Je lui dis, madame, mais faites donc le calcul de tous les arrêts de travail des mamans qui auraient souhaité allaiter leur enfant, qui n'ont pas pu. Alors elles les ont mis à la crèche, et dès qu'on met à la crèche l'enfant, il est malade. Alors il faut tous les vacciner. On les vaccine même quand ce n'est pas nécessaire. Ça ne les empêche pas d'avoir otite, rhinite, pharyngite, et que le petit est malade, madame arrête le travail, faites l'addition. Elle a fait l'addition, et puis la dernière fois, elle me l'a dit, il y a 6 mois. Elle m'a dit, vous avez raison, il faut qu'on passe l'allaitement maternel à 6 mois. Dépêchez-vous. Et savez-vous même, madame, que si vous avez passé la ménopause, vous pouvez allaiter, pas votre mari, hein, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne sait pas téter. Pourquoi? Parce que nos papilles d'adultes, elles sont, vous le savez, dans notre palais royal, dans notre palais. Alors que les papilles de l'enfant, elles sont sur ses lèvres. Et le petit bébé qui vient de naître, vous le mettez au sein de la grand-mère et le lait vient. Pourquoi? Parce qu'en tirant sur le mamelon, en aspirant correctement, il n'y a que lui qui sait faire cela, il crée une sécrétion de prolactine,
prolactation au niveau de la petite glande qui s'appelle l'hypophyse. C'était en Afrique il n'y a pas très longtemps. Une maman, 45 ans, 48 ans, va acheter des fruits et des légumes chez la marchande avec sa petite de 8 ans à la main et un beau bébé dans les bras. Et voilà que la marchande la félicite pour le beau bébé et la petite. Elle dit c'est bien. Elle dit oui mais c'est ma petite fille. Bravo madame, félicitations. Oui mais ma fille est morte en couche. Ah bon? Ah c'est dur ça. Mais vous devez avoir une bonne chèvre à la maison pour avoir un si beau petit. Oh non, nous sommes une famille pauvre. Nous n'avons pas de chèvre. Mais c'est moi qui nourris la petite. La grand-mère qui nourrissait la petite. C'est possible. Et voilà pourquoi quand on adopte un enfant, quand un enfant est adoptable, pourquoi donc attendre une année pour le donner à la maman, alors que déjà le lien affectif entre la mère et l'enfant, on le sait aujourd'hui, est d'une extrême importance. Deuxième point essentiel, allaiter l'enfant. Il m'est arrivé de faire un examen scientifique intéressant, que vous allez comprendre. J'opère une dame de 80 ans qui n'a pas eu d'enfant, pour laquelle il y a peut-être une suspicion de cancer, finalement il n'y en a pas, mais je fais un petit prélèvement d'un tissu dans la glande mammaire qui est parfaitement normal, et puis je le prends et je l'amène à mon collègue qui va regarder ça au microscope. Je dis, moi, quel âge elle a d'après toi, cette dame? Ah, il regarde le dossier, ben, il n'y a pas son âge. Ben oui, c'est fait exprès, c'est pour que tu le trouves. Oh, il me dit, elle est jeune, hein? Ah bon? Quel âge elle a pour toi? Oula, elle est jeune, ça c'est un sein qui n'a jamais vu passer du lait. Hein. Ah ben, je dis, tu vois, elle a 80 balais. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut dire quelque chose qui est très important. C'est que la glande mammaire n'est adulte au plan tissulaire que quand du lait est passé dedans. Tant que du lait n'est pas passé dedans, la glande reste dans un état post-pubertaire, évidemment. Mais les galactophores, les lobules du sein n'ont pas travaillé. C'est bien. Pourquoi pas? Mais il faut le savoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit davantage de cancers du sein chez les religieuses. Il y a une augmentation incontestable chez les religieuses qui est liée aussi au fait, et ça elles ne le savent pas, que très souvent, elles se gavent de produits sucrés. Parce qu'elles ont une vie qui est plus ou moins difficile, que l'on peut comprendre, de solitude, etc. Et quand on est beaucoup dans la solitude, on a tendance à forcer sur les choses sucrées. Et quand vous voyez le profil de certaines religieuses ou de certains couvents, elles ont toutes le même profil. Hein. Elles mangent toutes pareil. Hein. Ça, c'est clair. Et vous avez incontestablement une augmentation du risque de cancer du sein qui est liée à la consommation excessive de sucre sous forme de lactose, sous forme de pain blanc, et pas suffisamment de fruits et de légumes. J'en ai parlé lors de la dernière conférence. Or, le lactose en excès et le sucre en excès, c'est très important à bien comprendre. Il va passer de 1 gramme de sucre égale 4 calories à 1 gramme de graisse égale 9 calories. Nous stockons le sucre en excès sous forme de gras. Et chez les femmes, c'est stocké en priorité dans les seins, et chez nous les hommes dans le bassin. Ça ne s'écrit pas pareil. Et dans le bassin, nous allons avoir un tissu gras en excès, comme dans le sein, le tissu gras en excès après la ménopause. Et ce tissu gras, nous le savons aujourd'hui, il est cancérigène. Le gras est cancérigène. Pour l'homme comme pour la femme. Ça signifie tout simplement qu'une femme qui veut garder la ligne, qu'un homme qui va faire du sport ou qui vous dit j'ai fait du sport quand j'étais rugbyman, footballeur et tout ça à 30 ans et qui se laisse aller à 55, 60 et tout le reste, il a tort. Nous devons avoir une activité physique qui est telle que le gras, nous le fassions transformer non pas en sucre parce que le retour ne se fait pas vers du sucre, mais que nous le fassions fondre. Et pour faire fondre le gras, il faut se bouger de bon matin, il faut se bouger en ayant une activité physique qui fait transpirer. Et pourquoi la transpiration est importante? Parce que cette transpiration, elle va éliminer par les glandes sudoripares des produits qui sont stockés dans le tissu gras. Et notre tissu gras, il est sous la peau d'abord. Une petite couche, pas la peine d'en avoir 3 cm.
Et puis, il est alors aux endroits que je vous ai dit. Et si vous avez une bonne activité physique et qui vous fait transpirer, non seulement vous allez éliminer, faire fondre le gras, mais vous allez aussi éliminer les pesticides, insecticides, fongicides et tous les produits de l'agriculture conventionnelle qui sont lipophiles. Lipophile en grec, philein, aimer, lipide, les graisses. Eh bien, ces produits-là, nous les stockons dans le tissu gras. Donc, nous avons besoin de les éliminer régulièrement. Alors, que ce soit l'aquagym, que ce soit le sport qui vous va bien, peu m'importe, mais vous devez transpirer, avoir une activité physique, hommes ou femmes, 2 fois par semaine au minimum, plus c'est encore mieux. Donc, vous voyez, nous avons vu la génétique. Nous avons vu déjà un peu l'alimentation, avec les produits laitiers dont j'ai parlé l'autre jour, et je vais vous donner la réponse à la question que j'avais posée le 25 novembre 2011 quand je suis venu à la faculté concernant les facteurs de croissance. Je vous avais dit, j'ai saisi l'Agence française de sécurité des aliments, qui est devenue l'Agence nationale de sécurité d'environnement et de santé qui s'appelle l'ANSES. J'ai été convoqué le 14 avril dernier, alors que la saisine était en juillet 2010, vous voyez, juillet 2010, juillet 2011, juillet 2012, nous n'y sommes pas, avril 2011, et on m'a donné une réponse de 198 pages. J'ai pas travaillé pendant tout mon temps de vacances d'une semaine, il y a 15 jours, c'est 198 pages. J'en ai fait un diaporama scientifique, parce que ce sont des données scientifiques. Et la réponse est claire. La présence des facteurs de croissance dans les produits laitiers augmente les risques de cancer du sein, de la prostate, du cancer du côlon et du rectum. Mais je ne suis pas satisfait par la réponse. Parce que j'avais demandé les taux, j'avais demandé les dosages. Seulement, on m'a répondu que les dosages, ils n'étaient pas suffisamment au point. Que les fourchettes de résultats étaient très larges, que vous pouvez avoir entre 22 et 100, c'est quand même fort large. Si le taux maximum est 100, il faut que le taux soit entre 90 et 100, et qu'il n'y ait pas une fourchette de 80, ce n'est pas possible. Et donc, je suis en train de préparer une nouvelle saisine, et je sais qu'elle sera acceptée parce qu'ils nous ont pris au sérieux, et quand je dis nous, ce n'est pas simplement moi je vous représente, ils nous ont pris au sérieux parce que je représente les familles, et je demande à la mise au point, et je sais au niveau de quels laboratoires internationaux je vais le faire, des dosages définitivement fiables qui vont coûter un certain prix et que l'Agence française de sécurité, la nouvelle ANSES, va payer. Parce qu'ils ont du pognon, non pas pour le gaspiller, car je ne suis pas pour le gaspillage, mais je suis pour des réponses scientifiques sur des sujets scientifiques qui concernent la santé des hommes. Donc, déjà, principe de précaution. Mais quand vous lisez les 198 pages, quand vous allez à la conclusion, quand vous allez toutes les 20 pages aux différentes conclusions, ben on vous banalise la chose, on vous dit, mais oui, c'est tout petit, comme si rien n'était. Mais quand vous lisez dans le détail, comme moi je l'ai fait, c'est une autre affaire. Il n'y a aucun doute, les 3 grandes familles de facteurs de croissance qui sont présents aujourd'hui dans les produits laitiers, en particulier de la vache, ne nous sont pas destinés. Jusqu'au jour où les lobby des produits laitiers, je ne dis pas lobby dans le sens négatif du terme, mais je dirais l'industrie des produits laitiers, fera que dans ce qu'ils nous donneront à consommer, il n'y aura pas ces produits dont nous n'avons pas besoin. Je rappelle qu'en cancérologie aujourd'hui, nous utilisons de moins en moins la chimiothérapie, car il est bien vrai que quand une femme vous dit, docteur, vous me soignez pour un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire, un monsieur pour un cancer de la prostate, mais vous me donnez un traitement qui me fait tomber les cheveux. Je n'ai pas de cancer sur le cuir chevelu. Pourquoi donc vous me donnez un traitement qui va me tuer mes globules blancs dont j'ai besoin, puisqu'on sait que les globules blancs sont utiles pour l'immunité? Et vous avez raison. Bonne question. Réponse insuffisante de notre part. Et oui, nous allons vers la fin des chimiothérapies pour aller vers ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Et ces thérapies ciblées, vous entendez bien la cible, elle va cibler la maladie et pas autour de la maladie, et ce sont des anti-facteurs de croissance. Ce sont des anti-EGF, des anti-IGF, des anti-VEGF, peu importe le détail, ce sont des anti-facteurs de croissance qui coûtent extrêmement cher, c'est vrai,
mais qui sont d'une extrême efficacité. Nous les utilisons actuellement, surtout à des stades avancés du cancer, avec grande efficacité, il n'y a pas de doute. Et dans 10 ans, je suis convaincu que la chimiothérapie aura fini d'exister. Nous aurons pratiquement pour tous des thérapies ciblées d'une grande efficacité. Mais dans 10 ans, moi je ne tiens pas à ce qu'il y ait toujours 70 000 nouveaux cas et que ça augmente de 1000 par an, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein. 2012, 70 000, 2013, 71 000. Non, moi je veux que ça régresse. Ça a commencé à régresser, il faut le dire. Parce que les femmes sont intelligentes. Parce que quand les femmes américaines ont été averties que le traitement hormonal de la ménopause augmentait jusqu'à 30% les risques de cancer du sein, traitement hormonal de la ménopause, en France on a dit non, 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 pas vrai, les Américaines sont spéciales. Elles ont des seins différents, n'est-ce pas? Elles prennent des hormones différentes qui viennent des urines, extraites des urines de la jument, tandis que les Françaises, elles prennent des hormones synthétiques, ta. Le corps reconnaît parfaitement ce qui lui appartient, ce qui vient de lui, de ce qui vient de l'extérieur. Notre corps, il est intelligent. Et nous devons avoir cette intelligence de notre corps, ce patrimoine de santé qui nous est donné à la naissance, nous devons le connaître. Et je vais vous dire, honnêtement, vous avez aujourd'hui des patients qui en savent plus sur ces sujets que les médecins. Vous avez heureusement des médecins homéopathes, il faut le dire aussi, des naturopathes, des ostéopathes, des gens qui sont, je dirais, sur le bord de la médecine, mais qui ont des grandes compétences médicales parce qu'ils travaillent, parce qu'ils se renseignent, parce que la médecine n'a pas fini d'évoluer, elle continue sans arrêt, mais on doit évoluer vers moins de malades et non pas vers plus de malades. Alors, évidemment, vous avez compris les excès alimentaires, les excès de sucre, les excès de produits laitiers. On en avait parlé déjà lors de la dernière conférence. Mais il y a aussi d'autres produits. Il y a des médicaments que nous prenons dont nous n'avons pas besoin. Trop de choses pour supporter le voisin, pour supporter le mari, les enfants, le chat, le chien, tout ce que vous voudrez, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, tout ça à la poubelle. Que nous en ayons besoin à la suite d'une difficulté affective, c'est bien compréhensible. Que nous en ayons besoin à la suite d'un choc émotionnel important, il n'y a pas de doute qu'il faut prendre ce médicament. Mais 3 mois. Pas comme les laboratoires qui laissent courir parce que ça leur va bien. Je voyais un homme atteint d'une nodule au niveau du sein qui était inquiétant. À la palpation, c'était évident, c'était dur, c'était du cancer. Je fais faire une mammographie, il n'était pas trop content d'aller à la mammographie, il disait, c'est pour les dames, pas pour moi, mais bon, il fallait le faire. Le prélèvement a bien confirmé. Alors je dis à ce monsieur, à cette dame, mais est-ce que vous avez pris un traitement qui risque d'augmenter la gynécomastie? Alors, il y a d'abord le tabac, la nicotine. La nicotine, quand on fume une cigarette, eh bien, cette nicotine, elle passe dans le sang et c'est un stimulant de la prolactine. Et vous avez des femmes fumeurs qui fument 10-15 cigarettes par jour en disant « c'est pas beaucoup, mon mari en fume le double ». En réalité, une femme qui fume 10 cigarettes par jour, c'est comme si elle en fumait 20. Pourquoi? Parce que tout simplement, la capacité respiratoire féminine, c'est comme ça. Elle est grosso modo la moitié de la nôtre, qui font qu'aux Jeux Olympiques, il y a les médailles pour les femmes et les médailles pour les hommes. Si on mélangeait tout le monde, pauvre dame, vous n'auriez jamais de médaille. C'est comme ça. Donc quand vous fumez 10 cigarettes et que vous dites c'est pas beaucoup, c'est beaucoup trop. Gardez-en 2, pas plus, pour ne pas vous dire aucune. Mais ce que vous faites, c'est que vous faites travailler votre prolactine, votre hypophyse, et que vous risquez d'avoir ce que des femmes disent, mais docteur, je ne comprends pas, je ne suis pas enceinte et j'ai un écoulement du mamelon dans mon sous-vêtement. Oh, c'est une galactorée. Oh, ça paraît pas bien méchant. Mais ça veut dire simplement que les canalicules du sein, les galactophores, travaillent. Et vous n'avez pas à les faire travailler. Il n'y a aucune raison qu'ils fabriquent ce petit liquide. Donc, il y a de la multiplication cellulaire localement. Donc, effectivement, le tabagisme n'est pas bon. Et quand je suis dans les lycées, dans les collèges, aujourd'hui, on voit descendre le tabagisme du lycée au collège. Chez les filles, les garçons, ils ont à peu près compris.
Ils ont tous perdu un oncle, un grand-père, quelqu'un d'un cancer du poumon, mais les femmes n'ont pas encore perdu suffisamment de personnes qu'elles aiment pour être conscientes que le tabac est une calamité qui augmente les risques de cancer du sein et chez l'homme de cancer de la prostate. Ça, c'est très important à bien comprendre. Et tous les médicaments de l'anxiété, du sommeil, de l'angoisse, tout cela, tous ces médicaments sont aussi hyperprolactinémiants. Même certains médicaments de l'hypertension artérielle. Et là, je dis souvent à mes collègues cardiologues, vous surtraitez les malades. Un homme de 70 ans ne doit pas avoir une tension à 11. À 70 ans, il doit avoir une tension à 14. Car tous les 10 ans, nous augmentons notre tension d'un point. Si à 30 ans, vous avez 9-10, à 40, vous aurez 11 et ainsi de suite. Et il y a des personnes qui ont 70-80 ans qui sont crevées parce qu'ils sont trop hypotendus. Alors, oui, mais ils ont peur des accidents vasculaires cérébraux. C'est raison. Mais l'accident vasculaire cérébral, c'est pas mieux d'avoir une fatigue générale liée à une hypotension. Il ne s'agit pas d'avoir des à-coups hypertensifs, il s'agit d'avoir une tension stable, régulière, et d'apprendre aux gens à être zen, à être cool, à être philosophes, à avoir, peu m'importe la spiritualité qu'ils veulent avoir, mais qui les rassure, qui les apaise. Et ça, c'est très important. Alors, il y a aussi toutes ces choses que nous avons avec les traitements hormonaux. Le traitement hormonal de la ménopause, ça y est, les femmes, elles ont compris. Il n'en est pas moins vrai que vous avez encore des gynécologues, surtout dans la région parisienne, très liés, très proches au laboratoire pharmaceutique, qui vous sortent des livres en disant que le THS, il faut le reprendre. Passionnant business, bien sûr. En disant, ça y est, on a maintenant un traitement hormonal à la française, puisque l'américaine n'est pas bonne. On a des hormones naturelles. Il n'y a pas d'hormones naturelles, sauf celles qui sont fabriquées par votre corps. C'est tout. Tout le reste, c'est du baratin. C'est du baratin qui est destiné à vous rendre consommateur. Et ça, ils savent faire. Et savez-vous qu'il y a eu une étude sur la relation entre les publicités et le résultat d'une publicité? Quand vous avez une publicité, elle est destinée à ce que les gens la lisent, l'intègrent, et qu'ensuite, ils achètent, ils consomment ce qu'on leur présente dans la publicité. Tout a été analysé. Les publicités des voitures, les publicités de l'alimentation, les publicités pour les bijoux, tout ce que vous voudrez. Eh bien, les meilleurs publicitaires au monde sont les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont très forts parce qu'ils arrivent à vous proposer des traitements pour des maladies que vous n'avez pas. Madame, vous avez mal au dos? Je le vois déjà. Vous avez une fracture invisible. Ça, c'est le top du top, les fractures invisibles. Comme on a tous plus ou moins mal au dos, nous avons tous des fractures invisibles. Alors, il faut prendre un traitement contre l'ostéoporose. C'est pour les dames, c'est en train de venir pour les messieurs. On ne va pas nous oublier, ne vous inquiétez pas. Mais je ne suis pas du tout favorable à ces traitements dans la mesure où vous vous bougez, où vous avez une activité physique, où vous avez une alimentation avec une forte orientation végétarienne sans être un taliban du végétal. Et vous vous méfiez de prendre des beaux fromages de chèvre ou de brebis en laissant la vache à son veau. Parce qu'en plus, votre cerveau, ce n'est pas celui d'un veau. En tout cas, vous n'avez pas envie qu'il le devienne. Donc, très important de bien comprendre aussi le problème de la contraception. Ah, la contraception, ce n'est pas pour les garçons. Les garçons, même le préservatif, il y en a pourtant au chocolat, la vanille, il y en a il y en a même phosphorescent avec des Mickey dessus, je n'ai pas vu ça, mais on m'a dit fabuleux. Eh bien, même les préservatifs, les garçons vous disent qu'ils ont une allergie au latex. Ils sont allergiques au latex. Bon. Alors, comme ça leur fait mal, l'allergie au latex, eh bien, la femme, la fille, la jeune fille, il faut qu'elle se débrouille. Et elle déguste. Eh bien, ça, je pense que c'est à vous, les femmes, de nous instruire. À vous, les femmes, de nous former. À vous, les femmes, de transformer les TGV que nous avons dans la tête et entre les jambes en Micheline, capables de respecter, de prendre du temps et de comprendre comment fonctionne le corps et le psychisme féminin. Ça n'a pas le même fonctionnement que le fonctionnement masculin. C'est une évidence.
Alors comment faire? On peut prendre la pilule, bien sûr. La norme pilule, on le connaît, elle s'appelait le Stédiril, il n'y en a plus en France. Mais par contre, elle est en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique noire. Là, elle y est, aucun problème. Ils ont une explosion des cancers du sein. Explosion. Alors je ne suis pas pour que les femmes et les enfants qu'elles ne désirent pas avoir. Mais je dis, il y a peut-être d'autres moyens. Alors, il y a eu la mini-pilule. La mini-pilule, on le sait, vous pouvez la prendre 5 années. 5 années sans danger, mais l'idéal, comme pour la normo, c'est après la naissance d'un premier enfant pour que le sein soit adulte, pour que du lait soit passé par là. Mais ça, on ne va pas vous le dire. L'objectif étant que la jeune fille consomme la pilule à partir de l'âge de 15 ans. Puisqu'on veut la vacciner contre le cancer du col de l'utérus, qui est une maladie sexuellement transmissible, IST, à partir de l'âge de 14 ans. Et la dernière nouvelle, c'est qu'on propose le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, mais je vais vous dire comment on le présente, aux garçons, à 13 ans. Quand j'ai vu cette publicité, je me suis dit, mais enfin quand même, pourquoi donc propose-t-on le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à 13 ans? Il faut un peu réfléchir, c'est pas très compliqué. On le propose à 14-15 ans à la fille, puisque la maman amène sa fille chez le gynéco. Le gynéco lui dit, madame, sortez, je parle avec votre fille. Et tu as bien un petit copain. Elle sait tout juste ce que ça veut dire, mais elle a bien un ou deux. Bon, donc, il lui prescrit la pilule. Très bien. Et elle commence, dès 14 ans, elle devient pratiquante. Mais le garçon, la maman ne va pas amener son garçon de 14 ou 15 ans chez le gynéco. Il dit, maman, t'as pété les plombs. Je suis un garçon. Il ne va pas amener, ma maman ou le papa ne va pas amener le petit chez l'urologue. C'est pour grand-père qui se pisse dessus. Je n'ai pas de problème prostatique, maman, tout va bien. Alors, à 13 ans, eh bien, à 13 ans, vous pouvez amener le petit chez le pédiatre. Et voilà donc qu'on est en train de former les pédiatres progressivement, subrepticement, astucieusement, en disant aux pédiatres, vous avez donc fait le vaccin contre la rougeole, la rubéole, la diphtérie, etc., et la polio. Eh bien, à 13 ans, vous allez proposer aux mamans le vaccin contre le cancer. Je suis pédiatre. Bonjour madame. Comment vas-tu? Salut Lionel. Dis-moi, tu as 13 ans. Dites-moi madame, j'ai quelque chose de formidable pour vous, pour le petit. C'est un vaccin contre le cancer. Ah, écoutez docteur, vous le vaccinez tout de suite, hein, parce qu'il y a eu le grand-père, le sida, etc. Il y en a dans la famille. Mais la maman n'ose pas poser le cancer de quoi? Elle croit que c'est le cancer total. Parce que pour elle, le cancer, c'est un mot total, c'est un mot générique. Mais si elle disait, c'est quel cancer? Et s'il répond cancer du col, il dit, mais mon petit n'a rien au cou, docteur. Je ne comprends pas. Donc l'objectif, c'est que la maman ne pose pas la question et que le pédiatre, lui, il reste sûr, car si c'est un pédiatre sérieux, il faut qu'il vaccine tant d'enfants à l'année. Et s'il a vacciné tant d'enfants à l'année, alors il peut avoir la prime. Savez-vous que la dernière prime qui va arriver en décembre 2013 sera donnée à des médecins nous sommes tous suivis, et je trouve que c'est bien que nous soyons suivis dans nos prescriptions, dans nos examens complémentaires, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des abus. Et donc, un médecin qui aura peu prescrit de médicaments, d'examens complémentaires, etc., eh bien, il pourra avoir une prime qui tourne autour de 9 300 € en décembre 2013. C'est bon pour les vacances, le ski, le machin, tout ci, tout ça. Alors, quand j'en parle avec les responsables de la Sécu, ils me disent, mais vous comprenez, ce médecin qui va avoir cette prime, il nous a fait faire une économie de 20 000. On peut bien lui en donner 10. Mais attendez, si c'est ça la médecine d'aujourd'hui, excusez-moi, mais il y a un vrai problème, quoi. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut que la résistance, elle vienne de vous et de nous. Il faut que nous n'ayons pas peur de dire les choses sans langue de bois et tout simplement d'une manière la plus claire possible, la plus scientifique et la plus juste possible. Il y a d'autres causes pour le cancer du sein. Il y a aussi ces femmes qui vivent dans la précarité. Ces femmes qui vivent dans la précarité, je commence à les connaître parce que, étant au Conseil économique, social et environnemental à Paris, je fais partie de la délégation des droits des femmes et à l'égalité. Et comme je disais à mon épouse, là, j'ai un harem, il y a 40 femmes et 2 hommes. Ma pomme et un autre. Pour l'instant, je ne connais pas le son de sa voix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mois, on nous a proposé un dossier femmes et précarité. Alors la présidente dit qui prend le dossier. Pas une femme ne lève la main.
Je me suis dit, bon, il faut que j'aille au casse-pipe. Alors j'ai levé délicatement le doigt, elles se sont mises à applaudir. C'est très bien, docteur, que vous fassiez femmes et précarité. Donc je travaille à fond la question. Et je puis vous dire que dans femmes et précarité, aujourd'hui, il y a un marqueur de la santé. Et ce marqueur de la santé, il est lié au fait que dans la précarité, eh bien, on n'a pas de mutuelle. On peut avoir une CMU qui est plus ou moins branlante, et malheureusement, on est mal soigné. Pour 3 éléments, les yeux, les dents et tout l'aspect gynécologique mal suivi. Et nous voyons des femmes qui viennent en consultation avec des atteintes mammaires évoluées parce qu'elles sont en état de précarité. Une autre cause aussi, c'est l'inverse de la précarité, c'est ce qu'on pourrait appeler la mondanité. Qu'est-ce que c'est que la mondanité? Ce sont des femmes qui ont de l'argent, tant mieux pour elles, mais qui vont, par le stress, dépenser leur argent de consultation en consultation, d'examen en examen, et d'examen en examen inutile, qui peuvent être finalement dangereux par la sommation, c'est-à-dire la quantité de rayonnement qui peut être prise par le corps et qui peut être excessive. Docteur, comment se fait-il que de 6 mois en 6 mois, on surveille mes seins par des mammographies et des mammographies depuis tant d'années et j'ai un cancer du sein? On surveille, le cancer du sein arrive, mais on n'a jamais donné le moindre conseil de prévention. Peut-être vous ai-je raconté qu'il doit y avoir maintenant, je ne sais plus, 7 ou 8 ans, où mon épouse m'amène à l'hôpital et elle avait besoin de la voiture. Et donc je lui dis, écoute, tu sais, chérie, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc viens donc, on va faire une mammographie. Alors, je lui dis, tu vas t'inscrire sous ton nom de jeune fille, qui ne sache pas qui tu es. Alors elle s'inscrit, elle fait sa mammographie, puis je vais voir ma collègue. Vous avez vu la dame là? Oui, oui, alors? Oh, ben, tout va bien. Montrez. On voit la mammo, impeccable. Bon. Je dis, vous lui avez dit quoi? Ben, madame, à l'année prochaine. Pourquoi vous lui avez dit madame à l'année prochaine? Ben, parce que docteur, monsieur, vous êtes cancérologue. C'est systématique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est systématique? Il n'y a rien de systématique. Est-ce que vous avez interrogé cette femme pour lui demander si elle avait eu des enfants, si elle avait allaité ses enfants, si sa maman a eu un cancer du sein, si sa sœur a eu un cancer du sein, combien elle a eu d'enfants, si elle fume, si elle prend des médicaments contre l'anxiété, le sommeil, machin, etc. Ah ben dites-nous. Je dis, vous êtes médecin. Vous ne pouvez pas lui poser des questions? Elle me dit, mais vous avez l'air de la connaître. Bien sûr que je la connais. Je la connais très bien, c'est la mienne. Elle a eu 6 enfants, elle les a tous allaités, elle n'a jamais bouffé d'hormones. Elle a une des sœurs qui a eu quelque chose, mais parce que tout simplement, elle ne prenait pas ce qu'il fallait, parce qu'elle n'était pas le conseiller, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison de refaire des examens comme ça tous les ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des excès. De la même façon que le frottis que l'on fait d'une manière systématique à toutes les femmes, y compris dans les couvents, alors qu'on cherche une maladie sexuellement transmissible. Alors on me répond, oh, les moines, tu sais, aujourd'hui, tout ça. N'importe quoi. On en fait 5 millions par an, il y en a 400 000 qui sont nécessaires. 400 000 qui sont nécessaires. Mais non. Alors, les femmes n'étant pas au courant, ben évidemment, elles sont stressées. Elles disent, mais il faut me le faire. Alors, il faut me faire une ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie, elle est parfaitement organisée pour qu'il y ait écrit une petite crainte. Vous avez un début d'ostéopénie, revenez dans 6 mois. Et là, ce n'est pas pris en charge par la Sécu, mais c'est jackpot. Mais docteur, j'ai une ostéopénie. Que vient faire le pénis là-dedans? Celle-là, elle a un problème. Hein. Je dis, madame, c'est un problème de calcification de votre os. Vous n'avez pas besoin de faire cet examen totalement inutile. Il y a des cas où c'est utile, attention. Il y a des cas où c'est utile, mais pas chez tout le monde. On tend à généraliser la chose. Et les laboratoires pharmaceutiques ont parfaitement compris qu'il y avait davantage de personnes qui étaient en bonne santé que de malades. Alors si on arrive à faire prendre un comprimé à toutes les femmes en âge d'être ménopausées, c'est la totale. Et puis les messieurs, pareil. Ça, c'est absolument fabuleux. Et comme ça, eh bien, remboursé par la Sécu. Après, on est étonné. Le cancer coûte 14 milliards d'euros par an. L'obésité, qui augmente les risques de cancer, 10 milliards d'euros par an. Le diabète, qui augmente aussi les risques de cancer, je ne parle pas du diabète génétique, mais du diabète acquis, 10 milliards d'euros par an. Et vous pensez que toutes ces sommes, on ne pourrait pas les réduire? Il suffit d'informer correctement les gens. Il suffit de faire passer des messages sur les grands médias que nous regardons bien régulièrement et de faire passer des messages de vérité, à la fois d'une manière humoristique, sans faire peur aux gens, de telle façon que
ils changent leurs habitudes, ils fassent attention à leur patrimoine de santé. Alors il y a le stress. Et le stress aussi est un élément tellement important, je m'en suis rendu compte, parce que quand vous interrogez les femmes atteintes de cancer du sein, et maintenant on voit ça aussi avec les hommes atteints de cancer de la prostate, et on voit des couples atteints. Madame atteinte du sein, et monsieur 5 ans plus tard la prostate. Pourquoi madame avant et monsieur après? Tout simplement parce que madame, en plus, elle a eu des hormones, et que quand elle a eu les estroprogestatifs, la moyenne française, c'est 11 années. 11 années de traitement. Normalement, les labos ne sont pas contents parce qu'ils avaient prévu 30 ans. Hein. Ils avaient prévu de l'âge de 15 ans à l'âge de 50 ans, moins 5 ans pour faire des bébés. Ça fait 35 ans moins 5 égale 30 ans. Mais les femmes ne sont quand même pas complètement dingues. Au bout de 11 ans, elles en ont marre. Alors maintenant, on leur propose Mirena, stérilet aux hormones. Ils sont en train de supprimer le stérilet classique, qui était un stérilet qui joue le rôle d'un corps étranger qui empêche la nidation au fond de l'utérus, ou qui peut fermer l'utérus et qui joue un rôle contraceptif. Et ce stérilet banal, il coûte 25 €. Mais Mirena, 125 €. D'accord? Ah, je suis allé voir les prix, moi. Hein. 125 €. Et alors on vous dit, mais madame, c'est formidable parce que vous allez voir avec Mirena, vous allez être beaucoup mieux, vous n'aurez plus de règles. Vous êtes légèrement anémique, fatigué, que ci, que ça. Mirena, les règles s'arrêtent. Et d'ailleurs, on est en train de préparer la Seasonelle, et la nouvelle pilule. Jasmine, Quera, elles ont des noms magnifiques, qui sont destinés à ce que les femmes les prennent 80 jours consécutifs, les arrêtent une semaine, pour qu'elles n'aient plus le phénomène régulier dit des règles qu'une fois par saison. L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Mais les laboratoires ont déjà prévu qu'ils vont apprendre à nos petites filles, vos mères ont dû tout ça. Et puis, il y a eu quand même ce phénomène qui n'est pas très agréable, d'autant que les hommes ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, vous les prendrez, continue, mais à l'automne, quand les feuilles tombent, parce que la femme, elle a le concept de la régénération dans son corps, alors à l'automne, eh bien, on vous permettra d'arrêter pendant une semaine ou une dizaine de jours pour refaire l'intérieur de l'utérus. C'est une aberration. Nous allons avoir une augmentation du nombre des cancers du sein si les femmes ne sont pas averties. Nous avons commencé à avoir une régression en post-ménopause qui est passionnante. Pourquoi? Parce que quand les Américaines ont appris que le THS qu'elles prenaient à partir de 48-50 ans augmentait de 30% les risques de cancer du sein, elles ont immédiatement arrêté. Certaines n'étaient pas contentes parce qu'elles ont eu des bouffées de chaleur. Et il ne faut pas arrêter brutalement ces traitements. Il faut faire un plan de réduction sur 3 ou 4 mois. Parce que sinon c'est infernal. Les bouffées de chaleur sont importantes, des tas de mésaventures, entre guillemets, ou de méfaits de la ménopause qui n'ont pas été bien expliqués. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a vu en 3 ans, de 6% le nombre des cancers du sein en post-ménopause réduire. Et quand en France, on a pris la même décision, on a vu la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire 33 ans, on a vu de 6 à 10% la chute du taux des cancers des femmes en post-ménopause. Ce qui prouve quoi? C'est très intéressant. Qu'à la ménopause, mesdames, vos ovaires sont au repos. Il s'avère que la nature fait que normalement à 50 ans, vous avez fini la famille. Ce n'est pas le moment de faire des bébés à 50 balais, sauf s'il y a un problème dans la tête et qu'on va voir un médecin en Italie qui va vous piquer du pognon et qui, avec je ne sais quoi, va vous faire un bébé à 60 balais. C'est inadmissible. Donc à 50 ans, eh bien votre corps, il a fait son boulot. Vous avez arrêté la famille et les ovaires se mettent gentiment au repos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fabriquent pas d'hormones. Ils continuent à en fabriquer des petites doses, mais pas suffisamment pour qu'il y ait le cycle en entier. Et donc, on s'est rendu compte que si en arrêtant le traitement hormonal substitutif de la ménopause, en l'arrêtant, et que 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on avait une chute très nette du nombre de cancers, ça voulait dire, et c'était logique, qu'à la ménopause, l'ovaire, lui, n'a plus à fabriquer d'hormones, et que le corps n'a pas à en recevoir. Or, si l'on reçoit... Il reçoit quoi? Il reçoit exactement la même hormone que celle de la pilule estrogène et progestatif. Et c'est ce que disait cet article récemment que m'a apporté un malade, à savoir que les progestatifs de la ménopause sont exactement les mêmes progestatifs que ceux qu'on met dans la pilule. Exactement les mêmes. Alors il faut savoir. Mais alors ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire qu'il
il faut voir les choses avec une certaine distance. On ne peut pas du jour au lendemain arrêter la contraception. On ne peut pas du jour au lendemain conseiller aux femmes tout d'un coup de faire des enfants qu'elles n'ont pas envie d'avoir. Ça veut dire qu'il faut éduquer les hommes. Ça, c'est du boulot. Et c'est pour cette raison que ces hommes, je commence moi-même à les éduquer dans les petites classes. Je commence en maths sup, maternelle supérieure. À des petits, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de ta maman? Ils sont fascinés. Blanche-Neige et les Sept Nains, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils savent que Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est des contes, alors que ce qu'ils faisaient dans le ventre de leur maman, c'est une véritable réalité et qu'ils n'étaient pas dans le ventre de papa. Et puis, progressivement, avec l'âge, j'adapte le discours en fonction de l'âge de l'enfant. Et je lui apprends les merveilles de son corps. J'apprends aux petites filles les merveilles de leur corps et aux garçons, j'apprends la puberté des filles pour qu'ils apprennent à respecter les filles. Or aujourd'hui, dans les écoles, les garçons ne respectent plus les filles. Et les adultes ne respectent plus les femmes. Dans une société hyper télévisée, hypersexuelle, je ne suis pas contre la sexualité, je ne suis pas contre la télévision, je suis pour qu'il y ait un véritable respect entre les hommes et les femmes qui n'est pas suffisamment présent dans notre société. Il faut apprendre aux hommes à respecter les cycles féminins. Notre besoin sexuel peut être du type concorde, Mach 3, Mach 5, Mach 10, ce que vous voudrez. Nous ne sommes pas des bêtes. Et c'est à vous les femmes à savoir nous réguler, à savoir nous envoyer à la pêche, faire du vélo, faire du, j'en sais rien, tout ça avec humour. Vous devez en avoir suffisamment pour que nous soyons capables de comprendre tout ça. Donc c'est aujourd'hui l'avenir se situe dans cet échange entre l'homme et la femme. Je vais prendre un exemple pour finir. Vous avez tous vu un film qui s'appelle Le Titanic. Il a fait le tour du monde. Et dans ce film, à un moment, il y a la jeune fille qui dit à sa grand-mère, « Mamie, parle-moi de l'amour. » Et elle lui répond, « Ma petite, sache une chose, c'est que le cœur de la femme, c'est un océan de secrets. » Oui, lequel? Oh, par courtoisie, je vous donnerai le plus grand, le plus beau, celui qui a le plus beau nom, le Pacifique. Mais c'est uniquement par courtoisie. Parce que si vous êtes, mesdames, un océan de secrets, nous en sommes un aussi. Nous sommes aussi un océan de secrets, et si je vous ai donné le Pacifique, alors il me reste l'Atlantique. Mais vous regarderez sur une carte du monde. La correspondance entre ces deux, c'est un canal qui a été creusé par les hommes. Canal de Panama, il y a 17 écluses payantes entre le Pacifique et l'Atlantique. Je ne suis pas, vous le comprenez bien pour cela, mais je suis pour que, mes femmes, mesdames, vous arriviez à comprendre aussi que nous sommes nous aussi, les hommes, des océans de secrets. Et que océans de secrets et océans de secrets, il faut qu'ils apprennent à se parler, à se comprendre, à s'expliquer. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ce n'est pas si difficile que cela. Et c'est vrai que les sexologues, les psychologues, des ostéopathes, des médecins, des tas de gens sont compétents dans le domaine pour nous aider à mieux nous comprendre. Alors seulement, quand les femmes auront compris comment il faut se bouger, comment il faut s'alimenter, comment il ne faut pas trop fumer, comment il faut avoir une vie heureuse en communication avec les autres et dans la complémentarité du masculin et du féminin, alors aucun doute, nous verrons réduire les taux de cancer du sein et de cancer de la prostate, car le cancer de la prostate, les hommes ne l'aiment pas. Quand j'ai écrit le livre sur le cancer de la prostate, j'avais demandé à ce qu'on mette un bandeau, ce livre est exclusivement pour les femmes. Alors, l'éditeur n'a pas compris ce que je voulais dire, il m'a dit c'est trop compliqué. J'ai dit non, parce que quand un homme vient pour son cancer de la prostate, il est toujours accompagné par sa femme. C'est sa femme qui dit, tu te lèves la nuit. 2 fois. L'autre, il vous répond non, 1 fois. En réalité, c'est 3 fois. Ensuite, quand vous demandez comment va la sexualité ou la puissance amoureuse, il faut utiliser les mots. Monsieur vous fait comme ça et madame derrière vous fait comme ça. Magnifique. Là, il faut faire un film. C'est extraordinaire. Jamais un homme ne vous dira que ça ne va pas.
Ah, il vous dira que c'est total, super. Pas toujours. Vous avez des femmes qui disent aux hommes quand ça s'est bien passé, « Oh, formidable !» Et elles pensent « nul ». Tout ça aussi, c'est des sujets qui sont importants. Il faut y mettre de l'humour, parce que l'humour est cousin germain de l'amour, et parce que l'amour, c'est tellement beau dans notre humanité que ça ne doit pas nous conduire à l'hôpital, ça doit nous conduire en famille, avec les amis, avec des coins comme ici qui sont très sympas, et c'est comme ça que nous arriverons à régler tant et tant de souffrances dans notre société. J'ai confiance. Je ne suis pas utopique, je suis réaliste et je resterai joyeux 24 heures sur 24. Merci.